La couleur du sacrifice, c'est un long métrage donc, qui est né suite à une rencontre, notamment d'un ami qui m'a interpellé sur tous ces hommes qu'on a été chercher donc, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a été chercher dans les colonies, parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes au sein de la métropole et des grandes nations qui possédaient des colonies. Et donc voilà, comme les Alliés étaient touchés, notamment par la Pologne, il fallait des hommes. Et c'est comme ça que des millions d'indigènes sont venus prêter main forte, donc ici aux Français, aux Belges, aux Anglais, aux Américains, enfin un peu plus tard pour eux. Et voilà, et par rapport au Tour français, ça représente quand même, c'est quand même près de 950 000 hommes. Et voilà, et donc moi ça m'a fort interpellé parce que je n'ai pas nécessairement un membre de ma famille qui est venu se battre, mais en faisant des recherches en 2000 notamment, je me suis très très vite rendu compte que déjà que moi, on ne m'avait pas transmis cela au sein de mon cursus scolaire, et qu'en plus je ne trouvais pratiquement rien du tout qui témoignait de cet apport qui est quand même assez important, conséquent. Et c'est comme ça que je me suis dit que qu'il fallait travailler sur cette question, et puis progressivement je me suis rendu compte que malheureusement la notion de couleur d'origine était dominante, et voilà, et jusqu'à encore aujourd'hui cette notion de couleur, même dans la mort, domine toujours, parce que ces hommes n'ont pas été reconnus jusqu'à même à leur dernier souffle, pardon. Oui, parce que voilà, le temps fait que la mémoire est liée à l'émotion. Donc ceux qui n'ont pas rencontré, ceux qui n'ont pas connu cette période, c'est difficile pour eux pas nécessairement de se rappeler, mais de savoir. Et puis pour ceux qui ont connu, ça bouge, la mémoire bouge avec le temps. Et puis comme il n'y a pas eu un vrai travail historique, voire scientifique, du coup, aujourd'hui, automatiquement, c'est plus qu'un oubli, c'est carrément une forme de négationnisme. Moi, je sais que c'est un terme qui est très fort, mais je ne vois pas d'autres termes. C'est nier un engagement qui est conséquent. Et cela en soi, le fait que ce soit volontaire pour une partie de personnes, notamment je pense aux historiens, journalistes d'investigation, politiciens aussi, aux élus qui ont des responsabilités. Et oui, je trouve que c'est quelque chose de très très grave. Et moi, c'est pour ça que avec des amis et d'autres artistes engagés, on a décidé de militer, de travailler sur la question. Justement, donc on a commencé à faire des recherches avec quelques amis, et on s'est vite rendu compte que malheureusement il y avait très très peu de traces, de sources de l'engagement de ces hommes. Tout simplement parce que, comme vous venez de le dire, de sous-tendre, une bonne partie était enrôlée de force. C'était un contexte, il faut un peu se resituer un peu le contexte colonial de l'époque. Et dire ça ne veut pas dire qu'on est dans une guerre des mémoires ou quoi que ce soit, c'est simplement essayer de comprendre un petit peu quel était le contexte de l'époque, qui était qu'il fallait des hommes, il fallait gagner la guerre. La France notamment, parce qu'ici il s'agit essentiellement de la France, la Belgique était concernée, mais ce sont plutôt des hommes qui sont battus, des Congolais qui sont plutôt battus sur le sol africain, donc je pense 18-19 000 hommes. Et au niveau de la France, donc je disais, on est sur 950 000 issus de l'Afrique, toute l'Afrique, et Asie, une partie des îles du Pacifique. Et ces hommes, c'est quand même ce sont des contingents qui sont importants. Et voilà, et comme ça, on les a un petit peu enrôlés de force, ça s'est un peu précipité, parce que la guerre s'est précipitée aussi. Du coup, il n'y a plus beaucoup trop de traces. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à la rencontre, d'aller à la recherche de ces familles. Et Internet a joué un rôle très très important, est arrivé au bon moment en plus. Et du coup, c'est comme ça que progressivement, on a commencé à entrer en contact. Et puis qu'on a pu surtout rencontrer les derniers vétérans, voire survivants, qui étaient déjà très âgés à l'époque. Tout à fait.
C'est un peu regrettable à dire, mais malheureusement, voilà, c'est un contexte. On peut retrouver des schémas un peu similaires aujourd'hui dans d'autres conflits. Voilà, bien évidemment, quand on va sacrifier des hommes, on va sacrifier plutôt les autres. Et les nationaux, on va essayer de les préserver. Donc, c'est un peu propre à la nature humaine, malheureusement. Et moi, c'est ça qui m'a fort affecté et qui m'affecte encore aujourd'hui, c'est que durant toute la Seconde Guerre mondiale, sur 5 années, on va sacrifier, on va massacrer des hommes. Il y a plusieurs épisodes comme ça où on sait très très bien que ces hommes vont servir de chair à canon et vont devoir ralentir l'ennemi, que ce soit au début de la guerre ou même à différentes étapes. Ce sont vraiment des contingents de milliers, mais voire des centaines de milliers d'hommes qui vont devoir stopper l'ennemi, donc qui vont être sacrifiés. Tout à fait. En plus, comme ce sont essentiellement des hommes issus des montagnes, ce sont des hommes de la terre, du coup, donc, ce sont des personnes qui ont des capacités assez intéressantes pour être fantassins, pour être comme ça, surtout sur des terrains assez difficiles, où notamment l'artillerie lourde et tout ça, les chars, tout ça, ne peuvent pas nécessairement accéder. Et donc du coup, c'est intéressant d'avoir des hommes comme ça qui peuvent comme ça arriver à prendre des positions. Et à plusieurs reprises d'ailleurs, comme ça là. Par exemple, les Américains arriveront au milieu de la guerre et avec toute l'artillerie et tout ça, et ont vite se rendre compte, notamment à Monte Cassino, donc une bataille qui est assez décisive. La première au niveau de l'Europe, donc après la défaite. Et là, ils vont arriver, ils vont monter, donc ce sont des régions montagneuses, hein, notamment le Monte Cassino. Ils vont vite se rendre compte que c'est impossible, parce que les Allemands sont au-dessus, avec les troupes de Mussolini. Et donc, du coup, ils vont redescendre. Et là, à nouveau, donc, on va remettre ces hommes, qui en plus avaient une certaine loyauté, qui avaient des valeurs assez nobles, assez incroyables, parce que, vu le contexte des hommes qui sont enrôlés de force, dans une guerre qui, à la base, n'était pas la leur, comment on peut rationnellement se dire que ces hommes peuvent être aussi loyaux, fidèles? Et c'était le cas. Ce qui est clair, c'est que ça a eu une incidence très importante sur toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. On travaille sur une fiction là, qui va bientôt sortir dans les prochaines semaines. Oui, bien évidemment, on ne peut pas en sortir indemne d'une telle expérience. Une paix, je ne sais pas, parce que c'est un peu difficile. Certains l'ont, on en parlait tout à l'heure, et c'est aussi notamment ce qui me fascine et qui me fait tenir aussi, parce que c'est très difficile de travailler comme ça, contre vents et marées, avec un système hostile. Et je dis bien hostile, et je suis encore gentil, parce que c'est, je dirais même plus, un système féroce. Féroce, pas nécessairement sur le sujet, parce que simplement, il ne faut pas avoir fait de la sociologie pour se rendre compte que le monde du 7e art, ce sont des clans, des groupes, dans tous les pays, c'est partout la même chose, et que quand on ne fait pas partie des bons groupes, c'est très difficile d'accéder, c'est assez hermétique, contrairement à d'autres domaines. Moi j'ai un parcours un peu atypique, moi je viens des quartiers populaires, je n'ai pas fait l'école de cinéma, et donc de parents ouvriers classiques, donc du coup c'est très difficile, en plus je viens avec des prétentions de faire un grand film de guerre, le seul en Belgique, en Europe il n'y en a pas énormément, en plus qui vient remuer, en plus un sujet assez sensible, donc du coup on dit pour qui il se prend celui-là. Donc voilà pourquoi on met beaucoup de temps pour travailler sur la question, et donc, mais voilà, ce qui est très fort, c'est que ces hommes sont une sorte de phare comme ça dans d'immenses tempêtes. Très très fort, très émouvant, mais en plus nos anciens étaient encore en vie, donc que leur âme repose en paix. Et donc ils ont pu accompagner un peu la sortie, on les a invités, donc beaucoup, donc pour ceux qui ne connaissaient pas très bien leur situation, c'est beaucoup, donc les rescapés sont venus en France après la guerre pour essayer de revendiquer un peu leurs droits. Parce qu'à la décolonisation, donc, il y a eu donc, dans les années 60, un peu à la veille, les années 50 déjà, fin 50, il y a eu ce qu'on appelle la loi de cristallisation qui fait que les salaires ont été gelés parce que la France, un peu revancharde, n'a pas accepté de céder les colonies parce que l'économie là-bas était très importante. Donc ces hommes ont payé un peu, ont été un peu otages de cela. Et du coup, leurs salaires sont restés identiques à l'époque, donc en 59. Donc en 2006,
le niveau de vie a monté, tout ça. Et donc, du coup, c'était du style 50 à 60, 70 euros par mois. Pour ceux qui l'ont, parce que tous ne les ont pas. Donc, certains n'avaient même pas été payés déjà depuis le début de la guerre. Et du coup, donc, les rescapés, qui étaient très peu nombreux, parce que la majorité malheureusement se sont éteints donc, durant tous les conflits, eh bien, sont venus en France, et donc dans des foyers, dans des conditions horribles. Et donc, du coup, on a réinvité, donc ces personnes sont venues de ces fameux foyers, et le fait de pouvoir témoigner avec différents publics, vraiment des dizaines de milliers, donc on a fait vraiment des centaines d'avant-premières avec eux, ils étaient épuisés, c'était extraordinaire. Donc le fait de les avoir là, plus toute leur histoire, tout leur regard, du coup, l'accueil du public a été extraordinaire, malgré en plus voilà, des personnes plutôt hostiles, des personnes qui étaient plus dans l'idéologie que dans la guerre des mémoires, des politiciens pas toujours très sensibles aussi, diplomates. Bon, les diplomates généralement ils aiment pas trop faire de vagues, hein, donc c'est assez intéressant. Voilà, ce qu'on aurait plutôt préféré, c'est qu'on ait plutôt un plus grand enthousiasme. On pensait vraiment qu'on allait apporter quelque chose. Mais c'était plus de l'ordre de l'émotion et comme un nuage. Malheureusement, j'aurais souhaité, et on a fort interpellé tout le politique, la classe politique, dont de nombreux cabinets étaient concernés, hein, que ce soit différentes instances, hein, échevinat ou cabinets ministériels, tout ça, région, communauté, fédérale. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'on a eu un vrai enthousiasme. Non, malheureusement, déjà à ce moment-là, donc c'était des personnes qui avaient déjà 80 ans, 84 ans, des santé très fragiles. Et puis à force de se remémorer, et puis aussi à force de ne pas faire le deuil de tout cela, c'était aussi très mauvais pour leur santé mentale. Et pour nous, c'était aussi des cas de conscience très difficiles. Est-ce qu'on les invitait ou pas? Parce que se remémorer... et donc du coup, malheureusement, aujourd'hui, non. On peut dire avec un immense regret que la majorité des anciens combattants issus des colonies de la Seconde Guerre mondiale sont tous décédés. Il reste certains de la guerre d'Indochine, donc les guerres coloniales, qui sont arrivées plutôt suite à... Donc la guerre coloniale, c'est plutôt un déclic, c'est-à-dire... je fais une petite parenthèse, si vous permettez, oui, notamment pour... parce que c'est quand même une partie d'histoire assez intéressante. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre qui est plutôt légitime, entre guillemets, aucune guerre. C'est une guerre qui peut être juste, mais en tout cas, la lutte contre le nazisme, en tout cas, c'est une guerre qui est plutôt juste, si on peut dire, parce que c'était une vraie catastrophe, ce système. Et du coup, ces hommes, contre leur gré, Et alors, il y a une donnée fondamentale, c'est qui fait que les chefs d'État européens, occidentaux, avec ceux issus du Sud, se sont mis d'accord, c'est-à-dire, vous nous aidez à combattre le nazisme, en retour, vous aurez votre indépendance. Ce qui était intéressant pour l'époque. Donc du coup, voilà pourquoi les chefs d'État vont enrôler de force. Et donc le 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre, tout le monde est content, y compris voilà, ces populations issues du Sud. Et donc de nombreux drapeaux, ça se mélange avec le drapeau français, tout ça. Et malheureusement, alors on célèbre aujourd'hui, enfin cette année, le 75 anniversaire du 8 mai 1945, donc 8 mai 2015. Et malheureusement, nulle part, voilà, on rend hommage à... On se remémore, voilà, c'est cette page de l'histoire qui est triste, qui est que le 8 mai 1945, il y a eu des massacres terribles. En Algérie, à Madagascar, un peu partout. Parce que les gens pensaient qu'ils allaient avoir leur indépendance. Et malheureusement, le gouvernement français, à l'époque, n'était pas prêt à céder ces colonies. Donc, ils ont arnaqué. Et donc, imaginez-vous, ces combattants qui reviennent du front, les rescapés, donc, qui ont déjà vu les plus grandes horreurs, et qui rentrent chez eux, et j'en ai rencontré, qui retrouvent leur famille, avec parfois 15, 16, 18 personnes de leur famille qui ont été massacrées, dont des enfants, des femmes, des personnes âgées, puisque les hommes étaient partis. C'était pas des combattants, c'était pas une guerre, c'était simplement des... Il y a eu quelques drapeaux qui sont sortis dans la masse, un peu partout, notamment en Algérie, 40 000 morts. C'est terrible. Et donc imaginez-vous, je veux dire, cas de conscience de ces rescapés qui reviennent du front, je veux dire, c'est une trahison, mais terrible, terrible. Et c'est comme ça que les guerres coloniales vont arriver, dont notamment la guerre d'Indochine, ex-Vietnam, la guerre d'Algérie un peu plus tard, et alors d'autres guerres moins connues, Madagascar et tout ça.
Et heureusement, voilà, la route vers l'indépendance aura commencé à ce moment-là. Ah, c'est un personnage extraordinaire, comme beaucoup, peut-être comme beaucoup de nos grands-parents, à tous. Voilà, des personnages très simples qui étaient très proches de l'essentiel. Lui, ici, était très proche de la faune et de la flore. Il m'a beaucoup marqué, et notamment l'équipe qui était avec nous. Et donc voilà, donc c'est une rencontre assez forte et qui veut dire qui nous marque encore aujourd'hui. Et c'est extraordinaire parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez que voilà, on pourrait se dire que ces personnages comme ça qui a jusque 80 ans ont subi quand même une histoire un peu tragique. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, guerre coloniale aussi, parce que certains, malheureusement, n'ont pas compris le déclic, n'ont pas eu le déclic. On parle de 15% qui étaient du mauvais côté, c'est-à-dire du côté français, à Bien Fou, en Algérie et tout. Les autres sont passés de l'autre côté. Lui, par exemple, il était de l'autre côté, il était du mauvais côté, hein, si on peut dire. Voilà, ça a été très dur pour lui après. Et du coup, c'est assez extraordinaire de se rendre compte que, voilà, après, il revient en France, comme beaucoup, pour revendiquer leurs droits, ce qui est légitime, mais c'est aussi pour porter un petit peu la douleur des autres. Et voilà, et puis il va disparaître dans des conditions terribles, c'est-à-dire il va être rapatrié comme ça, sans avoir vu sa famille et tout. Et ce qui est très fort dans l'histoire, c'est que, on le voit à la fin du documentaire, c'est qu'il n'y a aucune rage, aucune... Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que, alors oui, rationnellement, on se dit, non, c'est pas possible quand on a vécu une telle violence qu'on peut après faire une déclaration d'amour à la mère patrie, à cette maman qui lui a fait tant de mal. Et moi, ça m'a fort marqué. Franchement, je trouvais que c'était une forme d'intelligence assez extraordinaire. Et c'est ça qui est intéressant, notamment dans la transmission. C'est que notamment pour nos gamins, pour les futures générations, c'est que c'est là qu'il faut mettre des projecteurs. Et pas de nous mettre aujourd'hui, à travers le petit écran, le grand écran, des références négatives, comme notamment le petit écran ou toutes ces émissions de télé-réalité où on a tendance à mépriser l'autre, à encourager la destruction de l'autre. Et voilà, et en toute normalité, comme ça, on éduque comme ça nos gamins. Et là, je trouvais vraiment qu'on avait quelque chose d'assez extraordinaire. Malheureusement, voilà, c'est une étincelle, mais qui méritait vraiment d'être mis en avant-plan. C'est Mohamed Mechti. Mohamed Mechti, que son âme repose en paix, voilà, qui nous a quittés en 2008. Et ça a été vraiment très dur. Et vous savez, on avait un collectif qui s'appelait le Collectif pour la mémoire et la dignité, qu'on a créé ici en Belgique, et constitué de différents publics, et notamment beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires, dont certains assez vulnérables, qui avaient connu des difficultés d'insertion, tout ça, incarcération et tout. Et c'est incroyable de voir l'effet que ça a fait. Donc, on avait comme ça, je sais pas, on était peut-être une trentaine, dont une quinzaine vraiment de jeunes. Et du coup, on les a mis en avant-plan. C'est eux qui devaient s'occuper d'eux pendant toutes ces projections et tout. Mais c'est incroyable, je veux dire, les vertus, je veux dire, l'effet que ça a fait, je veux dire, sur ces jeunes. Et donc, ces jeunes ont été bouleversés, ont changé carrément, ils sont devenus des militants, sont rentrés dans l'associatif, l'humanitaire. Et quand ces personnes se sont décédées, dont Mohamed Mechti, ça a été vraiment très très dur. Et voilà pourquoi on est toujours là en train de se battre, et on est toujours là. Bien, tout simplement parce que j'étais parti dans une fiction. Et donc, parce que je viens de la fiction, je travaille beaucoup sur la fiction, moi. C'est une façon peut-être de transmettre plus facilement des réalités qui ne sont pas toujours faciles à transmettre. Et malheureusement, voilà, je disais tout à l'heure, c'est très difficile pour un jeune comme moi de trouver sa place, donc en tant que cinéaste au sein du monde du 7e art. Et vraiment, on vit dans un monde généralement où voilà, on vous met des étiquettes dans des cases et tout. Encore plus dans le monde du 7e art. Et surtout si vous venez en tant que producteur. Et moi, je ne voulais pas le produire parce que ce n'est pas mon domaine, mais je n'ai pas trouvé de producteur qui voulait le porter parce qu'on avait tendance, et on me le disait carrément, j'ai encore comme ça des mots qui résonnent comme ça dans ma tête qui me disaient non, c'est trop lourd pour toi, un film de guerre, on n'en a jamais fait en Belgique, en Europe, il n'y en a pas beaucoup.
fais plutôt, voilà, reste dans ton domaine, reste dans ta spécialité, du style, voilà, tes films de quartier, tout ça. Puis on aime bien, voilà, de surfer sur les clichés, tout ça, ça fonctionne bien, ça, on le sait tous très très bien. Hein. Mais bon, voilà, moi ça m'intéressait pas. Et donc, voilà, donc avec la femme de ma vie, donc Vanessa Brichot, on a décidé de produire ce film. Donc c'était vraiment une expédition très difficile. On savait qu'on allait faire une très longue traversée. Et voilà, donc on est parti et on a trouvé un peu de sous en Belgique, pas en France, au Maroc. Et puis, mais pas suffisamment, parce qu'un film de guerre, de reconstitution est très cher. Et voilà, et puis, et du coup, et puis ce documentaire, il n'est pas né comme ça. C'était plutôt une forme de source d'inspiration. C'était pour nourrir la réflexion. Et puis on s'est rendu compte que voilà que ces personnages étaient extraordinaires et qu'on pouvait pas simplement se contenter d'avoir de l'archivage. Et c'est comme ça que voilà qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un bébé qui était en train de naître. Et voilà, et donc le documentaire, on a sorti le documentaire, ce qui nous permettait notamment de continuer à travailler sur le montage financier des Hommes d'Argile. Et voilà, donc par conséquent, les Hommes d'Argile ont mis 10 années pour... donc on a un montage financier quand même de 7 années quand même. Hein, donc c'est une production de 7 années, donc c'est quand même assez important, assez conséquente. Mais on est très content. On vient de sortir la première copie hier. Et donc voilà, comme quoi les conditions difficiles, les obstacles peuvent... je suis convaincu qu'elles peuvent amener à générer comme ça des conditions plutôt favorables pour réaliser l'irréalisable. Tout à fait, certainement. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. De tout temps, les artistes intellectuels, des hommes, des petits bonhommes qui n'étaient pas nécessairement grands, ont pu changer le cours de l'histoire. Moi, je suis convaincu absolument. Et là, avec l'expérience qu'on a eue, je veux dire, malgré, voilà, que bien évidemment, rien n'est acquis et ce sont des contextes qui sont hostiles. Parce que voilà, ces mécanismes nous échappent, sont alimentés par différentes tendances, et encore plus aujourd'hui. On est vraiment dans des contextes très difficiles aujourd'hui, notamment sur ces questions. Et voilà, et moi je suis convaincu, oui, que nos modestes actions peuvent permettre, ont prouvé d'ailleurs qu'à travers l'histoire, que oui, qu'on peut changer les mentalités, qu'on peut avoir une influence sur le cours de l'histoire. Et ici, il y a vraiment des enjeux importants, très très importants, parce que, voilà, on est à un moment charnière aujourd'hui où la question interculturelle, de la cohabitation, de la rencontre est remise un peu en question. Voilà, certaines personnes ont tendance à travailler, à surfer sur le choc des civilisations, le clash entre les différentes communautés. Et voilà, et malheureusement, le petit écran, le grand écran, je l'ai dit, ne sont pas épargnés. Et du coup, ça fait d'immenses dégâts. Moi, je suis en première ligne, je le vois au quotidien. Et donc, il y a vraiment une nécessité à travailler sur ces questions. On ne peut pas laisser comme ça le champ libre à des personnes comme ça, qui sont pas nécessairement bien intentionnées. C'est pas toujours conscient, mais parfois c'est conscient. C'est le profit, je pense, en gros. C'est le business, le monde des médias. Il faut que ça vende. Je pense que vous êtes bien placé pour le dire. C'est voilà, quand vous organisez ici des très beaux événements, les médias ne viennent pas. Par contre, voilà, s'il y a eu un petit cocktail Molotov qui est passé par la fenêtre, voilà, on a cramé une bagnole par des jeunes du quartier ici, les médias sont vite là. Parce qu'il y a aussi une demande, aussi, donc il y a un cercle vicieux. Et du coup, il n'y a que ça. Survie oblige. Donc du coup, voilà, le monde du cinéma, le monde de la télévision, c'est un peu ça. Et bon, heureusement, il y a des personnes qui sont plutôt bien intentionnées, qui essaient de contrer cela. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment très content de sentir de l'enthousiasme, notamment comme ici aujourd'hui au sein de la médiathèque du Point Culture. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment... et moi je suis convaincu, oui, qu'on peut comme ça, ensemble, comme ça très modestement, rassembler des forces. Et surtout dire non, voilà, non, on n'est pas toujours d'accord avec ces formes de manipulation, parce que je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, parfois même de supercherie. Mourad Boussif, vous êtes allé filmer au cimetière de Chastres, près de Gembloux. Ce qui est paradoxal quand on voit cette séquence, c'est de constater que une
des formes de reconnaissance provient de la réunion des vétérans indigènes avec les soldats français qui ne sont finalement réunis que dans leur lieu de sépulture et donc dans la mort. Est-ce que c'est cette vision-là que vous avez voulu mettre à la fin de votre documentaire? Tout à fait. Oui, parce que voilà, c'est un moment assez fort qu'on peut retrouver à travers cette histoire tragique. Et voilà, pour finir, vous aviez de part et d'autre des hommes vraiment qui majoritairement étaient tous victimes, je veux dire. Voilà, on aurait pu aussi mettre des Allemands aussi. Je pense qu'il doit y avoir des cimetières où je pense qu'il doit y avoir aussi de part et d'autre des Allemands. Ici, il n'y en a pas, je pense, en Belgique. Mais oui, c'est important parce que ces hommes étaient ensemble. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que ces hommes ne se connaissaient pas, se sont retrouvés comme ça avec un ennemi qu'ils ne connaissaient pas non plus. Et vraiment, moi, il y a une chose que je n'oublierai jamais à travers cette histoire, c'est que ce sont vraiment des parcours d'hommes, des trajectoires d'hommes, voilà, qui se sont tous retrouvés à un moment donné, dans un moment très difficile, où les cas de conscience étaient vraiment, on va dire, compliqués, complexes. Et donc, voilà, et ça je pense c'est important, c'est une donnée fondamentale. Je le disais tout à l'heure, c'est que chacun a tendance un peu à tirer la couverture de son côté, encore plus aujourd'hui, du style, ouais, voilà, c'était des patriotes, c'était ceux qui ont libéré, tout ça. Oui, ok, c'est vrai que c'est un système terrible, le nazisme, mais c'était des pauvres gars, et il ne faut pas l'oublier, c'était tous des pauvres gars. Et la guerre, c'est terrible. Ça, il faut le rappeler. Aucune guerre peut... Alors, ce sont des questions. C'est un film, ici, là, Les Hommes d'Argile, c'est un perpétuel questionnement, du début jusqu'à la fin. Avec cette question, voilà, est-ce qu'il y a une guerre qui peut être légitime, qui peut être juste? C'est compliqué, je veux dire, à répondre. Et donc, voilà, et je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Et donc, et voilà, je crois que la réflexion continuera. Et tant qu'elle continuera, ce sera plutôt des bons signes, ce sera des notes d'espoir notamment. Parce que le contraire, ferait disparaître l'aventure humaine. Mais précisément, vous terminez sur une lueur d'espoir, puisque au-delà de cette séquence du cimetière, vous arrivez avec les visages du film qui termine ce film. Tout à fait. Oui. Voilà, parce que ces hommes sont toujours là et nous interpellent. Et là, donc, on sent une sincérité, une densité assez extraordinaire. On n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans le calcul. Et voilà, je pense que c'est vraiment sont des références, sont des phares dans d'immenses tempêtes, dans des moments très difficiles qu'on traverse aujourd'hui, avec certainement un contexte différent, mais en tout cas, oui, je crois qu'il y a des clés à aller chercher dans le passé, et on en a besoin, je crois, encore plus aujourd'hui. Donc, voilà, dans Les Hommes d'Argile, on va aussi loin, voilà, puisqu'on est aussi du côté allemand, on peut se permettre avec la fiction, c'est un peu plus facile. Et donc voilà, des questions, d'immenses questions, avec pas trop de réponses. Mais déjà, le fait de se poser des questions, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Donc nous, on invite à continuer la réflexion, voilà, avec notamment les différentes structures qui existent, comme l'enseignement, l'associatif, l'artistique. Et tant qu'on se posera des questions, ce sera plutôt encourageant, et qu'on pourra espérer se rapprocher d'un monde meilleur, voire plus juste et égalitaire.